Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette table ronde qui s'intitule Les littératures de l'imaginaire, suivie de la question Un acte militant. Elle est organisée en partenariat avec l'Université d'Angers et avec l'association Imaginaire, donc à l'occasion du mois de l'imaginaire, en ce moment même. Je me présente, je m'appelle Manon Tardy, je suis doctorante en littérature comparée à l'Université de Nantes. À ma gauche se trouve Fanny Truchon, éditrice des éditions IBI Éditions, qui se spécialise donc dans la littérature young adulte, qui met en avant des personnages, des héroïnes queer. Et puis Camille Le Boulanger, qui est auteur de romans aux éditions La Talente et aux éditions Argy, et qui traite plutôt des questions sociales, d'écologie, de post-capitalisme, un peu tout ça. Alors, qu'est-ce que nous entendons par littérature de l'imaginaire ? C'est souvent un terme qui englobe la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, parfois le merveilleux. Ce sont des littératures qui sont souvent considérées parfois comme des paralittératures ou des sous-genres et qui sont de plus en plus populaires. Et enfin, par acte militant, donc on parle là de combat actif dans une lutte idéologique. En littérature, on parle parfois de la littérature militante, mais surtout de la littérature engagée. Je vous en avais parlé juste de Sartre qui parlait de l'extrême littérature, la littérature engagée, surtout après-guerre, mais on voit que ça fonctionne aussi pour la littérature de l'imaginaire militante, surtout à notre époque. Donc ma première question, ça serait, est-ce que vous trouvez que parler d'actes militants, dans ce que vous faites tous les deux, c'est un peu fort, c'est juste ? Est-ce que vous avez l'impression de militer pour une idéologie ? Moi, je suis très embêté quand on présente l'ASF. Alors, moi, je vais dire SF, parce que je tendance à pas dire littérature de l'imaginaire, parce que, pour l'anecdote, c'est un terme qui est un argument commercial, qui a été popularisé par les éditions Brajlon dans les années 2000, je crois, 90-2000, ouais, par là. Moi, c'est un terme que je trouve un peu vide de sens, parce que ça sous-entendrait qu'il y aurait des littératures de fiction qui ne dépendraient pas de l'imaginaire. C'est un peu vaseux. Donc je vais dire SF, et quand je dis SF, j'englobe fantasy, merveilleux, tout ce que vous voulez, urban fantasy, post-apocalyptique. Le discours qui voudrait que la SF est quelque chose de minoritaire, de mal regardé, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, parce que en fait, si on est tout à fait honnête, la SF est quelque chose d'extrêmement hégémonique dans les productions culturelles en ce moment. Il n'y a qu'à regarder le cinéma. Les plus gros succès de l'histoire du cinéma, c'est encore Avatar, je crois. Derrière, on doit avoir Avatar 2 et je crois Avengers, donc c'est 3 films de science-fiction qui relèvent en tout cas à quelques degrés de ça. Le Seigneur des Anneaux derrière, etc. Pour moi, c'est là où je raccroche avec le militantisme. Pour moi, j'aurais plutôt tendance à voir ça comme un champ, au sens de la théorie des champs, au sens bourdieusien. À l'intérieur duquel se jouent des questions de domination, des luttes, et effectivement, à l'intérieur de la SF, il y a des parties dominantes et des parties dominées, et oui, effectivement, je pense qu'à quelques degrés, moi je travaille une littérature de SF dominée, ou en tout cas qui a pour but de donner à voir la domination et de la critiquer, et même si on est sur des dominations différentes, et bon, ça va se croiser, j'imagine. Merci. En tout cas, est-ce que vous pouvez me raconter un peu plus votre parcours ? Parce que tu es intéressée, tu disais, par les personnages soit racisés, handicapés, marginalisés, etc. Et qu'est-ce qui a fait que depuis 10 ans, c'est ça, avec ton association, vous vous êtes lancé dans cette histoire, cette affaire. Donc, du coup, pour contextualiser un petit peu, IBI, effectivement, ça existe depuis 10 ans. On était très très petits. Enfin, moi, je ne suis pas là depuis 10 ans, je suis là depuis 9 ans.
Je n'étais pas là à la fondation, mais c'était vraiment tout petit, c'était dans une autre association, et en fait on a pu prendre notre indépendance il y a 3 ans. Donc je vais surtout parler de ces 3 dernières années, parce que déjà avant personne ne nous connaissait, et je pense que beaucoup d'entre vous ne nous connaissaient pas non plus, ne nous connaissiez pas non plus avant ce soir de savoir qu'on était là. Mais c'est vrai que depuis 3 ans, on a pu en fait construire une identité plus militante justement, et IBI tout au début, c'était vraiment, donc il y a 10 ans, la diversité queer en littérature, c'était très peu existant, et les gens se revendiquaient aussi moins d'identités diverses. Donc en fait, IBI, ça a commencé très binaire, gay et lesbien, et ouvert à tout, mais on ne recevait que du gay et du lesbien, en termes de représentation, et en fait, petit à petit, ça s'est élargi au fur et à mesure des années, et c'est là qu'on a vraiment conscientisé le fait que, oui, c'est ce qu'on voulait faire, de la diversité queer, et le terme queer, c'est imposé petit à petit. Au début, on parlait de gay et lesbien, après de LGBT, après on a utilisé l'acronyme plus long, et on s'est dit que finalement queer, ça avait cet avantage d'être un terme très parapluie. Et en fait, d'emblée, c'est pareil, on avait cette volonté de représenter pas uniquement, par exemple, pas uniquement du MM en gay, mais plutôt du gay qui allait peut-être plus se rapprocher d'une expérience réaliste d'homme gay. Et pareil côté lesbien, et on s'est rendu compte petit à petit qu'en fait cet aspect inclusif et réaliste était quelque chose d'important. Donc quand on est devenu indépendant il y a 3 ans, on a vraiment acté, justement on a mis dans nos statuts qu'on voulait être une maison d'édition engagée dans la représentation de diversité au sens large, même si donc, les personnages principaux seront forcément queer, mais on va valoriser des représentations qui sont aussi plus diverses. Donc effectivement, ce que tu citais, on a de plus en plus de représentations, par exemple, de personnages racisés, beaucoup de handipsy, on a encore très peu, par exemple, de handicap physique. On voit vraiment que au sein de la diversité, on va avoir toujours des choses qui restent, même chez nous, alors qu'on est ouvert à ça, très inexistantes. Donc finalement, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, visibiliser ce qu'on voit le moins et continuer en fait dans cet objectif à ne pas aller sur ce qui est commercial, mais plutôt ce qui est, on va dire, anti-commercial, tristement. Donc ce qui a besoin d'être représenté et qui existe trop peu. Par contre, juste, je vais rebondir sur ton côté anti-commercial. Donc, comment vous faites pour perpétuer votre maison d'édition? Est-ce que ça fonctionne dans le sens où est-ce que vous vous y retrouvez dans vos lectorats, dans vos ventes et dans votre diffuseur, distributeur, dans les librairies, etc. Alors, déjà, librairie, non. Nous, on est distribué, donc on peut être commandé en librairie, mais on n'a pas de diffuseur parce que justement, on serait à perte, parce que s'il y a des retours, on ne pourra pas les assumer, je pense. Donc nous, on est commandable, on essaie d'avoir de la présence en salon de plus en plus, mais effectivement, on ne nous voit pas en librairie, et techniquement, même si on arrive à avoir une présence en librairie, on gagne tellement peu d'argent dessus que parfois on est même à perte parce qu'on veut rester sur des prix assez accessibles. Donc on est... en fait, on a un lectorat. On a un lectorat qui est de plus en plus fidèle en général, les gens qui nous connaissent reviennent acheter le reste du catalogue. Donc, on voit qu'il y a un besoin et une envie de voir exister ce type de littérature chez les gens qui nous connaissent. Mais effectivement, la problématique, c'est de se faire connaître. Et ça, c'est compliqué. Et on arrive en fait à vivre uniquement parce qu'on est une association, donc on est tous bénévoles dans l'équipe, même si on est plusieurs professionnels du livre. Donc, on fait ça en parallèle de notre travail d'éditoriste, graphiste, etc. Mais effectivement, si on devenait une maison d'édition commerciale, honnêtement, je pense pas qu'on pourrait survivre. Parce que la diffusion nous prendrait en fait l'argent qu'on a, et donc on vend bien en salon, par exemple, quand on compare à d'autres éditeurs copains qui font de la SFFF plus généraliste. Quand on compare nos stats, on s'en sort bien au salon, donc il y a une demande, mais le problème c'est de toucher le public qui ne nous rencontre pas directement. Et ça, pour l'instant, on a un petit peu de mal. Donc là, j'ai l'impression que pour l'instant, par acte militant, on a parlé des personnages. Camille, est-ce que par exemple, tu réfléchis aussi à tes personnages quand tu les construis? Est-ce qu'il te vient en tête de créer des personnages justement un petit peu marginalisés? Est-ce que ce n'est pas du tout un questionnement chez toi? Moi, je pensais à Dans Malboire, la jeune fille qui est muette, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Après, j'ai pas lu toute ta bibliographie, donc allez. Donc voilà, je voulais te poser une question sur la construction de tes personnages. On y voit Dans Malboire, hein. Elle n'est pas muette, elle est taiseuse. Elle est taiseuse. Elle parle pas beaucoup. Elle parle quand elle a quelque chose à dire. Cette question du personnage, moi, c'est quelque chose avec lequel je me débat depuis que j'ai commencé vraiment à écrire et à publier, parce que
on va dire, certains retours qu'on m'a fait qui étaient on a du mal à s'attacher au personnage, etc. On reste un peu à l'extérieur. Et bon, ce serait long, j'ai pas envie de faire un très long développement esthétique et qui serait très, très personnel, mais en gros, je pars assez rarement du personnage, ou en tout cas de caractéristiques, j'ai pas du tout tendance à faire des fiches de personnages, c'est tel personnage, il est comme ça, machin. Moi, plus j'avance dans ma théorisation personnelle de mon travail, parce que c'est ça, plus je vois l'écriture comme le récit comme un triangle, avec d'une part l'histoire, le thème et le propos. Et donc pour moi, le personnage, il est intéressant en ce qu'il répond à ces trois pôles, et notamment au niveau du thème. Pour prendre un exemple très concret, c'était pas conscient sur le moment, mais quand j'ai écrit un roman qui s'appelle Bertram le Baladin, qui a été originellement publié aux éditions Critiques, qui n'est plus disponible, je crois qu'il est toujours disponible chez Libretto en poche. Donc c'est l'histoire dans une société où en gros on n'utilise pas, on ne sait plus faire les papiers, donc du coup il y a un truc de tradition orale, et donc il y a une guilde de musiciens qui en gros font passer les infos. La communication est structurée comme ça, et donc on est accroché au personnage principal au basque, Bertram le Baladin, le personnage, qui est un musicien de cette guilde et qui se réveille un matin, on lui a volé son instrument de musique. Donc il va chercher à savoir qui, pourquoi. Et je me suis rendu compte, mais vraiment après coup, que un des grands thèmes de ce bouquin était l'identité. Et donc ce rapport à l'identité, un rapport au nom, un rapport au regard des autres, les identités telles qu'elles se construisent socialement. Et je me suis rendu compte, en fait, après coup, je me dis, mais tous mes personnages ont un rapport à ça, quelque part, se relient à ce thème-là. Donc j'ai plutôt tendance à, maintenant, pour le coup, de manière consciente, à creuser ça, plutôt qu'à le penser en termes de représentation. Voilà, mais c'est aussi parce que je suis un homme blanc, hétérosexuel, enfin, là j'ai moins ces... Même si j'y suis sensibilisé parce que je fréquente beaucoup de personnes militantes là-dedans, c'est vrai que c'est un truc où j'ai pas vraiment ma porte d'entrée là-dedans. Oui, dans ta maison d'édition, est-ce que dans la représentation chez tes auteurs et tes autrices, est-ce que ce sont des personnes aussi qui sont dans des milieux militants ou pas? Nous, du coup, on a vraiment tous les profils d'autoristes, donc on est ouvert à tout le monde, effectivement, et autant des personnes du milieu queer ou pluridiscriminées, discriminées sous tous aspects, que des personnes qui ne sont pas forcément. Enfin, nous, on va proposer aux autoristes qui postulent chez nous de nous dire ce par quoi ils sont concernés. C'est jamais une obligation, et ça va pas rentrer en ligne de compte dans le fait de prendre ou non un livre. En tout cas à compétence, à livre, on va dire, jugé, égaux, etc. Mais par contre, ça va rentrer en ligne de compte plutôt dans le travail éditorial, puisque, je le disais tout à l'heure, mais on tient à normaliser, et on tient aussi à éviter de véhiculer des stéréotypes, ou alors s'il y a un stéréotype, à ce qu'il soit contextualisé comme tel. L'idée, c'est de ne pas montrer toujours la même chose qu'on va voir un petit peu partout dans la fiction sur telle ou telle identité de genre ou orientation. Mais plutôt de sortir de ça. Donc, quand les personnes ne sont pas concernées ou ne souhaitent pas nous dire si elles sont concernées, on ne les forcera jamais. Les autoristes n'ont pas à se outer devant leur maison d'édition. On va avoir recours à des lectures sensibles de personnes concernées. C'est quelque chose qui n'est pas encore tant fait que ça en France, mais c'est vrai que nous, depuis le moment où on en a entendu parler, surtout dans la sphère anglophone, on s'est dit que ça correspondait à ce qu'on voulait faire pour être sûr d'avoir quelque chose de réaliste dans nos livres. Et d'ailleurs, on est en train de rééditer notre fonds en repassant par des lectures sensibles sur tout ce qui n'en avait pas eu, parce que justement, depuis, on s'est pas mal déconstruit, on s'est rendu compte parfois de petites représentations pas toujours exceptionnelles et qui collent plus avec ce qu'on veut faire aujourd'hui. Et ça tombe bien parce que nos autoristes sont d'accord, donc on arrive à trouver des terrains d'entente sur ça. Et le but, c'est pas non plus de lisser, bien sûr, mais plus de contextualiser, et parfois simplement de contextualiser avec une note de l'éditeur au début qui va dire il y a telle représentation, on tient à vous informer sur le fait que c'est pas une représentation saine, sachez-le. Donc on n'est pas dans du on va lisser, il faut que tout soit parfait, parce que c'est pas la réalité non plus des gens, au-delà de la fiction, mais plutôt sur cette volonté de représenter au mieux.
parce que on peut se le permettre dans un cadre comme le nôtre, et ça nous semble du coup important. Et après, du coup, les personnages sont pas, de manière assez marrante pour revenir sur ça, pas forcément les personnages sur quoi les gens sont concernés. Donc on a, je pense que très 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 majoritairement, voire exclusivement, nos autoristes sont des personnes discriminées et souvent queer. Mais souvent, leurs personnages vont pas être sur les mêmes spectres qu'eux. Parce que je pense que justement, alors ça dépend, on a quand même des gens qui vont plutôt faire ça, mais souvent ils vont plutôt s'attacher à d'autres spectres parce que justement ils ont envie de représenter aussi autre chose. Et parfois ils ne se sentent pas toujours légitimes à représenter leur propre identité. Je pense qu'il y a on a déjà eu des autoristes qui nous ont fait remonter qui trouvaient ça finalement trop proche et qui préféraient s'en éloigner pour ne pas risquer de véhiculer leurs propres stéréotypes, leurs propres choses intériorisées. Donc on a vraiment de tout, je dirais, en termes de profil. Et parfois on ne sait pas, et on découvre après coup par exemple que c'était une voice ou l'inverse. Donc c'est assez intéressant à cet égard. Au tout début, Camille, tu parlais donc des problèmes entre littérature imaginaire, SF, fantasy, etc. Mais justement, Fanny, est-ce que le fait que ta maison d'édition ait une étiquette, est-ce que ça permet pas de créer... est-ce que ça crée une frontière, en fait, qui fait que tout le monde ne va peut-être pas pouvoir s'y retrouver? Parce que quand on va sur ton site internet, voilà, c'est affiché, en fait, c'est affiché. Et j'avais eu une discussion avec Camille une fois, justement, j'avais dit « Ah, ton livre, c'est de la science-fiction, de l'anticipation ?» Tu m'avais dit, je crois, j'ai pas trop, je m'en fous, enfin, j'écris ce que j'ai envie d'écrire. J'ai pas envie qu'il y ait spécialement écrit science-fiction, fantasy sur mon livre. Donc, est-ce que vous pensez que ça crée des frontières de fonctionner comme ça? Juste, alors tu me corrigeras, Fanny, si je dis une bêtise, mais d'une part, j'ai l'impression que, voilà, comme je disais, là, je reprends des théories des champs, je pense que le monde de l'édition et de l'édition de SF en particulier, il est traversé par les mêmes dialectiques, quoi, et les mêmes contradictions que le reste de la société. Donc, forcément, oui, c'est vrai que des livres écrits et publiés par des personnes minorisées, forcément, c'est peu de chances que ça vende des dizaines de milliers de livres, quoi, il me semble. Malheureusement. Et juste pour revenir sur ce que tu disais sur le genre, il se trouve que je suis publié majoritairement dans des maisons d'édition de SF, tous les gens avec qui j'aime travailler, etc. Maintenant, je ne suis pas du tout pour le coup militant de ça, comme des amis à moi peuvent l'être, ils ont envie de soutenir la littérature de SF, etc. Je ne sais pas s'il faut... Je vais partager parce que d'un côté, je pense qu'il y a une prime à la radicalité dans ce genre de truc, et je pense que ce dont tu parlais sur le fait que vous marchez bien en salon, par exemple, je pense que ça tient un petit peu de cet ordre. Mais en même temps, moi je vais pas écrire en me disant oui, il faut absolument que je rentre dans ce genre-là, comme ça. Encore une fois, histoire, thème, propos, le livre... oui, ça va être plus facile de parler, je sais pas, d'agriculture intensive et de destruction des sols, en passant par le récit post-apocalyptique, comme de Malboire, en métaphorisant, etc. C'est vrai que je fais partie de ce milieu-là, dans le sens où ma manière d'accrocher au réel et de mettre le réel en littérature passe souvent par ce genre de métaphorisation. Je sais pas si je suis très clair. Je suis d'accord avec ce que tu dis, effectivement. Et pour revenir sur les salons, c'est vrai que nous, on le voit, les gens viennent nous voir parce que c'est queer en salon, en fait. Mais on a fait le choix que ça ne soit pas explicite sur la couverture, forcément. Voilà. Pour les romances, ça peut l'être, mais c'est pas ce qu'on a le plus. Je dirais, là, par exemple, celle qu'on voit, rien ne dit que c'est un texte avec un personnage queer si on regarde juste la première de couverture. Et d'ailleurs, si on regarde la quatrième, c'est pas spécifiquement le cas non plus. Donc on a fait le choix de ne pas forcément le mettre particulièrement en avant sur les couvertures parce que c'était pas le but de justement cloisonner. On le fait plus dans notre signalétique sur le site aussi, donc en fait dans notre communication là par contre on l'assume beaucoup. Et le but du jeu c'est plus là que les gens nous voient comme ça parce qu'on voit que ça fait venir le public aussi et que comme on n'est pas identifié tout court, pas identifié comme queer, enfin les gens ne nous connaissent pas. Ils ne vont pas forcément venir nous voir en fait en salon ou même en librairie s'ils ne savent pas ce qu'on fait et que ça peut leur parler. Je sais nous on est souvent en salon avec un autre éditeur qui fait notamment des recueils SFFF qui est pareil, profil associatif, et en général on vend beaucoup plus
Et on s'est vraiment rendu compte que ce qui fait que les gens viennent beaucoup plus vers nous, c'est qu'on a un drapeau queer affiché et qu'ils viennent voir en disant « Waouh, c'est queer !» Et ensuite, ils regardent les livres et ils voient ce qui leur parle. Et ces gens, je pense, ne passeraient pas forcément, enfin, ne regarderaient pas parce qu'on n'est pas une maison d'édition qu'ils connaissent sinon. Et vraiment, c'est quelque chose dans le salon qui est très, très marquant parce qu'on a souvent, enfin, j'ai même déjà des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai vu le drapeau, du coup, je suis venue. » Et donc, en termes de signalétique, je pense que nous, c'est important. Et d'ailleurs, j'ai pas pensé à les amener, c'est dommage. Mais on a normalement des petits... en fait, on a seulement au salon les drapeaux des représentations des personnages principaux dans les livres, en fait, en termes de signalétique, et en même petite légende, parce que sinon, les gens vont s'y perdre et c'est pas le but. Et ça marche très bien aussi parce que ça questionne. En général, on a des retours très positifs quand même. Même les gens qui ne sont pas spécialement concernés, ça les intéresse. Ils vont peut-être pas s'en rappeler, mais en tout cas, on n'a pratiquement jamais de retour négatif, ce qui est plutôt chouette. En salon SFFF, du moins. Et en fait, on est vraiment sur cette optique de quand on est présent, on essaie de le mettre en avant, mais en soi, on veut que les livres puissent aussi vivre leur vie de leur côté. Donc, techniquement, quelqu'un qui tombera dessus sur une librairie en ligne ou même dans une librairie, parce qu'on en a quand même quelques-unes qui nous proposent, va pas forcément savoir que c'est du queer et va plutôt être attiré par la couverture et le résumé. Donc, on essaie en fait d'être un peu sur les deux aspects pour que ça soit pas non plus. Enfin, nous, on n'est pas dans une optique de littérature queer uniquement pour les personnes queer, c'est pas le but du jeu. C'est vraiment de la littérature. Je dis littérature queer, mais c'est pas un terme que j'affectionne tellement parce que ça ferait comme si c'était un genre, alors que non. Donc, de la littérature avec des personnages queer pour tout le monde en fait. Là, tu as précisé, ça marche en salon SFFF. Donc, ça va revenir à la question de cette table ronde, tout simplement. Si les littératures imaginaires sont un acte militant, est-ce que ça sous-entend que la littérature blanche ne permet pas cet acte militant? Donc ça, c'est une question. À voir, est-ce que toi, tu le vis concrètement dans ces salons? Alors, je pense que la littérature blanche le permet aussi. Elle le permet quand même moins, en tout cas pour nous. Enfin, on s'en est rendu compte. À la base, on fait vraiment de tous les genres. On est offert donc à la blanche aussi. On en a un petit peu, même si j'en ai pas spécialement amené. Mais je sais que par exemple, j'ai amené un thriller qui, pour le coup, est vachement engagé dans son propos. Mais on reste dans la littérature de genre, c'est dit dans cet exemple. Je pense que la littérature blanche peut être engagée, mais nous, on s'y est moins retrouvés, en tout cas, dans ce qu'on nous proposait, parce qu'on nous proposait chez IBI, donc là, je fais une généralité plus large, beaucoup de romances, en fait, quand c'était de la littérature blanche. Et du coup, nous, c'est pas forcément ce qui nous intéressait, parce que c'est quelque chose qu'on voit déjà plus ailleurs, chez d'autres éditeurs, de la romance avec des personnages queer, et c'est souvent sur ce prisme-là qu'on les voit. Donc je dirais qu'en fait, nous, le constat qu'on a fait chez IBI, c'est qu'on voulait... on se tourne plus maintenant quasi exclusivement vers la littérature SFFF, sauf les textes très engagés, parce que sinon on avait du mal à avoir des textes qui correspondaient à ce qu'on voulait véhiculer. En termes en tout cas de textes assez forts, on en publie peu par an, donc on préfère que ça soit des textes avec un certain impact. Et puis de toute façon, il faut que ça soit des coups de cœur de l'équipe, et en général, on est quand même une équipe plutôt militante, nous à titre personnel, donc forcément... c'est aussi ces messages-là qui peuvent nous parler. Ouais, alors encore une fois, je radote un peu, mais la distinction, SF, blanche, littérature générale, je pense pas qu'on puisse tracer des lignes comme ça. Enfin, il se publie beaucoup de SF très réac aujourd'hui en France. Je ne donnerai pas de nom, mais il y en a plein, et ça prend plus de place que IBI Édition, tu vois, ouais, c'est sûr. Et même que Utopia de Camille Boulanger. Sur la question du genre, ça me faisait penser justement sur ce que tu disais sur le genre et la question. Utopia, c'est un bouquin que j'ai écrit, là c'est mon dernier roman là, qui est sorti l'an passé, et c'est le gros truc rose qui est là. Donc le but était de travailler le genre de l'utopie, parce que le mot poli pour les commerciaux c'est éco-socialiste, le vrai mot c'est franchement communiste, je me suis dit ok d'accord, attends, comment je peux faire pour arriver à mettre en fiction ce truc là, parce que je voulais travailler plusieurs idées, je voulais travailler la question de l'abolition de la propriété privée. Je voulais travailler aussi le salaire à vie, tel que théorisé par Bernard Friot.
sociologue et économiste, et donc je voulais travailler ça, je me suis dit, par où je le prends, quoi? Comment je fais pour arriver à mettre ça en fiction et pour le tester? Et donc, du coup, j'ai eu un long moment de recherche, hein, où j'ai plein de trucs. À un moment, je me suis dit, ouais, je vais faire un truc avec un énorme vaisseau spatial à travers le truc comme ça, et ce serait rempli d'anthropologues qui iraient de planète en planète. Bon, je venais de réinventer Sillage dans ma tête, c'était formidable. Bon, j'ai écrit 3 pages, c'était à chier, j'ai jeté par terre. Bon, et comme quoi, finalement, la clé, en fait, ça a été le mélodrame. Et en fait, ce qui était aussi un genre de petit défi, parce que, comme je vous disais, on disait, oui, on ne s'attache pas au personnage, je me suis dit, ok, c'est parti, je vais les faire chialer, en mode, genre, tu peux me faire caler, tu vois, j'étais vexé. Et donc, du coup, j'appelle mon éditeur, je lui dis, voilà, je sais ce que je veux faire un mélange entre tout ce que le ciel permet et les dépossédés d'Ursula Le Guin, quoi. Je veux faire un mélodrame communiste. Il dit, Camille, tu sais qu'il faut qu'ils se vendent. Et comme quoi, je pense qu'on a vraiment plus à gagner à s'enrichir mutuellement des récits des uns des autres. Je trouve que là, il y a des bouquins de science-fiction incroyables qui sortent des collections de littérature blanche. J'ai lu la semaine passée un truc, comment ça s'appelle? Je ne suis pas né pour mourir, de Françoise Daubonne. Françoise Daubonne, c'est une militante féministe. Des années 70. Ouais, des années 70. De la SF. Ouais, elle a écrit pas mal de SF, et donc il y a un de ses bouquins qui vient de ressortir, qui est l'histoire, en gros, d'une Amazone immortelle qui traverse l'histoire, et ça sort chez Plon, en poche, enfin, genre, tu verrais jamais, tu saurais jamais que c'est de la SF, et c'est pas très grave, en fait. Après, c'est des questions de rayon, et c'est des questions de, ouais, il y a quand même une vieille garde un peu dans la SF qui est en mode genre, oui, il y en a marre, ces gens, ces maisons d'édition, de littérature générale qui viennent nous voler notre SF. Voilà, il faut du bon vieux gatekeeping, comme on dit. Et c'est un peu fatigant, quoi, parce qu'en fait, en vrai, bah ouais. Et après, effectivement, il y a d'autres enjeux qui sont des enjeux commerciaux. Et effectivement, c'est vrai que là, en ce moment, depuis quelques années, les grands groupes éditoriaux, après, bah, ils ont fait le travail sur le polar, là, ils commencent à s'y mettre. Ils disent, ah, la SF, ouf, et donc du coup, l'année dernière, c'était Hachette, il y a quelques années, Albin Michel, etc. Donc, ils commencent à avoir des collections dédiées à très large diffusion, face auquel, en tant que dans l'édition indépendante, bah, en fait, on ne peut rien. De toute façon, on est battu de toute façon. Pour vous donner un exemple, dans l'édition indépendante de SF, un succès, enfin quelque chose de bien, c'est 2000 exemplaires, quoi. Donc c'est pour vous donner une idée de ce qu'il est possible de diffuser. Et tout genre confondu, le chiffre moyen de vente d'un roman en France actuellement, moyen, pas médian, parce que du coup il y a une concentration vers les plus hauts, comme dans toute moyenne, bah, en fait c'est 600 exemplaires, je crois. Donc en fait, oui, c'est de la militance, mais c'est vrai que c'est difficile de le faire à large diffusion, quoi. On est vraiment, on est petit, quoi. Voilà. Oui, Françoise Daubonne, donc écoféministe, qui a parlé de l'écoféministe dans les années 70, qui était militante, mais elle est vraiment anti-nucléaire, enfin qui voulait casser des gueules, Françoise Daubonne, et qui a écrit Le féminisme ou la mort, qui est un essai que je vous recommande. Je trouve qu'en autrice de science-fiction, c'est pas trop ça. Je pense qu'elle est meilleure essayiste qu'autrice. Et si vous voulez lire, bah, en fait, elle a écrit aussi Le satellite de l'amande, qui est de la SF lesbienne. Ou l'amande, voilà. Et les Amazones, justement, les Amazones de l'enfer, quelque chose comme ça, je suis mal. Enfin bref. Oui, et bien justement, quand j'ai vu Autopia, donc E pour heureux, enfin on oublie le U d'utopie qui est le non-lieu, en fait, ce lieu qui n'existe pas. Et en fait, on a envie de voir une vraie utopie. Donc une vraie utopie, c'est une qui existe. Donc il faut enlever ce U, il faut mettre ce E pour dire que c'est le topos heureux, le lieu heureux. Et en fait, je me demandais pourquoi tu l'avais pas appelé Écotopie, parce que j'ai pensé à Ecotopia de Ernest Callenbach. C'est parce que ça existait déjà. Bon, j'ai ma réponse. Oui, donc ça aurait pu être Écotopie. Non, là, alors mon premier titre, ça existait aussi déjà. Je me suis dit, putain, ça va s'appeler Une vie. Et je me suis dit, merde, mot passant. Et donc dans Utopia, là on est vraiment, je trouve, enfin et aussi je pense dans tes romans, mais on peut pas se tromper sur l'acte militant d'Utopia, qui pourrait s'apparenter en fait à un manifeste anarchiste,
Et donc vous avez un paratexte, c'est-à-dire voilà, des remerciements, au début des citations d'auteurs comme Fredric Jameson, donc, qui avait parlé de la crise de l'imaginaire, du fait qu'on ne peut pas imaginer la fin du capitalisme parce qu'on n'arrive pas en fait, à la concevoir, tellement on est dedans et que ça va tous nous englober, nous tuer. Donc tu cites Fredric Jameson, tu cites Ursula Le Guin, évidemment, et puis donc Martin Buber, je ne connaissais pas, Socialisme et Utopie. Et puis à la fin, nous avons ce que j'avais jamais vu avant, peut-être que ça existe ailleurs, mais une petite page qui s'appelle « Concernant la féminisation », où tu parles de pourquoi tu as utilisé donc, de l'écriture inclusive, des mots, etc. Et en fait, c'est tout ce paratexte qui dit qu'on ne peut pas se tromper sur l'intention de l'auteur et qu'il y a quelque chose de militant, d'intentionnel. Et donc justement, je voulais te poser cette question sur si tu avais... est-ce que c'était un besoin de rajouter ces paratextes vis-à-vis du lecteur, vis-à-vis de toi? Bon, petit point élément biographique. J'ai fait un bac littéraire à l'époque où il y avait un vrai bac en France. Option cinéma audiovisuel. Et donc, on m'a appris très jeune à faire des notes d'intention. Je vais faire ça, comme ça, parce que, donc. Et c'est vrai que, du coup, j'aime bien les notes d'intention. Et c'est vrai que dans les livres, j'aime bien les appareils critiques. J'aime bien. Dans le précédent, Le Chien du Forgeron, j'avais inclus une bibliographie avec quelques-uns des essais des romans d'ailleurs, qui avaient nourri en fait, parce que je pense que c'est important aussi en tant qu'écrivain de fiction, d'assumer cette intertextualité et qui effectivement n'est pas seulement en lien avec de la fiction. C'est-à-dire que voilà, Utopia, je sais pas. J'ai commencé à essayer de faire une bibliographie, puis je me suis dit que le bouquin est déjà assez gros pour s'arrêter. Et puis ça donne aussi des billes en fait, parce que en fait bien comprendre, bien lire, c'est bien comprendre, et je pense que c'est important. Voilà, quelque part, bah oui, les citations de Jamieson et de Le Guin qui sont mises en épigraphe sont de citations célèbres, voilà, qui s'intéresse un peu à ces sujets-là, mais c'était juste une manière de canaliser en fait l'horizon d'attente, quoi, en disant bah ça va parler de ça, comme ça. Et sur la note sur la féminisation, c'était une idée de l'éditrice avec qui je travaillais, Camille Martin, qui m'a dit, parce qu'il y a quelques partis pris en fait dans le bouquin, des partis pris pour le coup vraiment grammaticaux, où il y a des termes que j'ai employés au féminin exclusivement, comme amour, comme genre, et le truc peut-être le plus marquant, j'ai décidé de revenir à un usage très 17e, qui est celui d'accorder les participes présents et même les gérondifs. Donc, je sais pas, machine, attendante, que, voilà, et donc du coup, Madame de Sévigné, tout ça. Donc, l'éditrice a suggéré que ce soit inclus dans le livre, et qui est effectivement un renvoi vers le bouquin dont j'avais tiré quelques-unes de ces idées, voilà, à savoir Eliane Viennot, Non, le masculin ne l'emporte pas sur le féminin, un super chouette bouquin que je vous recommande. Et voilà, je pense qu'il faut être ouvert dans la création en fait. C'est chiant le mystère, j'y crois pas du tout. Enfin, c'est genre, j'ai fait ça parce que, pour ça. Du coup, si on le dit tout de suite, bah, je pense qu'on comprend mieux et peut-être on a une moins grande distance, quoi. Je me permets de rebondir sur ça, mais nous, pour le coup, on fait aussi des notes, donc je dirais des notes de l'éditeur, mais qu'on discute avec les autoristes. Et on aime bien faire ça aussi. Alors, quand par exemple, il y a l'usage pour un personnage d'un pronom qui est peu connu, on préfère le dire d'emblée et expliquer des choses, expliquer les accords, par exemple, si c'est des accords neutres, parce que le but du jeu, c'est... Enfin, nous, il y a parfois une peur autour de ce genre de choses chez les personnes qui ne sont pas dans le milieu queer et notamment le milieu militant queer. Et par exemple, s'ils savent qu'il y a un personnage qui utilise des prénoms et des accords, par exemple, neutres, ça va peut-être leur faire ne pas lire du tout le livre, alors que
ça ne coupe pas dans la lecture, ça concerne un personnage, et même quand ça concerne le livre entier, dans l'absolu, c'est une question d'habitude qu'on prend au fur et à mesure des pages. Mais effectivement, faire cette espèce de cadre éducatif ouvert à tout le monde en disant voilà, on fait ça pour cette raison, ça va se passer comme ça, en gros, n'ayez pas peur, on vous explique, on vous donne les clés, donc à la première occurrence, vous ne serez pas perdu aux suivantes non plus. On sent quand même une différence, on a déjà eu des retours positifs sur ça, ça a rassuré des gens, et on le fait plus largement aussi, mais c'est vrai qu'on aime bien le faire notamment sur tout ce qui est usage de néopronoms ou d'accords peu classiques, parce qu'on sait que ça peut inquiéter les gens et c'est pas le but du jeu qu'ils renoncent au livre pour cette raison en tout cas qu'ils n'essaient même pas. Après, ça va peut-être pas leur parler, c'est leur droit. Je pense que même quand... Moi je sais qu'aujourd'hui, l'inclusif, j'en ai tout autour de moi forcément via Ebi. Au début, il a fallu le temps d'adaptation, donc là on comprend tout à fait que les gens soient pas forcément réceptifs ou aient pas forcément envie d'essayer. Mais globalement, du coup, avoir ce genre de contexte d'emblée, ça les aide à sauter le pas. Je rebondis, tu as prononcé le terme éducatif. Moi maintenant, je pense que je conçois mes livres comme des outils pédagogiques. Mon but, c'est de faire passer des choses. Et c'est de faire passer, Utopia, par exemple, il y a beaucoup de sciences sociales, d'économie politique, et en mettant en scène, en le fictionnalisant, etc. Mais juste de transmettre. Le chien du forgeron, c'était sous l'aspect de réécriture mythique, c'était une réflexion sur la construction de la masculinité. C'était pour le coup un bouquin extrêmement personnel, parce qu'il y a beaucoup de questionnements entre qu'est-ce que ça fait de grandir en tant que garçon et d'être un homme. Pour l'anecdote, c'est un bouquin qui pour moi s'adresse plus aux garçons, mais c'est plutôt des filles qui le lisent. C'est pas très étonnant, mais voilà, c'est un peu dommage parfois. Donc ouais, il y a cet aspect pédagogique et en fait sur l'écriture inclusive, il y a quelques années, quand on a vraiment commencé à en parler, j'étais un petit peu circonspect, je comprenais pas bien le truc, etc. Jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, globalement, dans un usage quotidien, c'est un système d'abréviation qui en vaut un autre, qui est très bien. Et après, je me suis rendu compte de qui ça emmerdait en fait. Et je me suis dit, il faut que je me mette à l'inclusif tout de suite. Il faut y aller là, je peux pas être du côté du point, c'est pas possible. Et donc, on s'y fait bien, l'accord de proximité, on s'y fait bien, et même pour pousser un peu plus l'anecdote, quand j'ai terminé l'écriture d'Utopia, le travail sur Utopia de manière générale, et donc où j'avais vraiment passé 1 an et demi à accorder les participes présents, et j'en arrive au moment où je passe sur un autre projet dans lequel il n'y avait pas de nécessité à ce que j'accorde des participes présents pour des tas de raisons. Et du coup, je me suis rendu compte que je le faisais tout de suite. J'avais pris le pli de le faire. Et en fait, l'usage fait qu'on s'habitue. Et maintenant, il faut vraiment être dans une grotte et d'une grande mauvaise foi pour râler sur le fait qu'il y ait auteur.is, en tout cas dans la vie courante. En littérature, c'est encore un autre truc, et j'aurais peut-être, moi, des réticences sur la lexicalisation du mot en lui-même. Donc, ah oui, les auteuristes, machin, etc. Moi, ça me pose un plus problème, mais c'est parce que c'est une question, c'est un système d'abréviation. Pardon, je fais un tunnel. Merci. Oui, des fois, il y a des campagnes de harcèlement contre les personnes qui utilisent l'inclusif sur les réseaux sociaux, etc. Ça m'est arrivé. Ouais. Oui, toi aussi. Plutôt Fanny, peut-être que Camille, ça l'intéressera aussi. Par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, est-ce que le fait de devoir expliquer, de devoir prévenir, c'est aussi un aveu en fait que le combat il n'est pas gagné? Réponse courte, oui, malheureusement. Je pense qu'on revient un peu à ce que tu disais. Aujourd'hui, les personnes minorisées, elles le sont encore. Sinon, on n'aurait plus besoin d'exister. Ibi et de manière générale, toutes les maisons d'édition qui mettent en valeur comme ça des personnes plutôt discriminées, pas discriminées. Donc effectivement, on a quand même, je le disais là en salon, on a globalement on a quasi que des retours très positifs, ou alors des gens qui nous ignorent, ce qui nous va aussi. Mais on a quand même encore des gens qui viennent nous voir juste pour dire des trucs horriblement queerphobes, pour, je sais pas, espérer qu'on s'énerve. Donc à qui je réponds avec un grand sourire très hypocrite, bien sûr, parce que le but du jeu, c'est pas de rentrer dans leur jeu, mais
je dirais, à partir du moment où des gens ressentent ce besoin qu'on voit d'autant plus sur les réseaux sociaux, parce que là, ils ne sont pas en direct, mais ils le font en direct, franchement, chapeau, c'est plus courageux. Dès lors qu'il y a des gens qui ont ce besoin de nous dire il ne faut pas que vous existiez, bah, ça veut dire qu'effectivement, on a besoin de prouver qu'on existe, on a besoin de l'expliquer pour que les gens n'aient pas peur, parce que j'ai l'impression qu'une grosse partie du rejet, ça vient de cette espèce de peur de la différence. Et du coup, nous, notre but, c'est de leur montrer que bah non, c'est ça, c'est un petit point ajouté dans un mot, c'est pas une grosse différence, ça va pas changer leur vie, et par contre, ça va aider d'autres personnes à se sentir mieux. Donc voilà, on essaie vraiment d'être sur de cette normalisation du ça change pas grand-chose. Dans nos livres, le personnage en soi, il vit une aventure, on sait juste qu'il est queer, mais ça va pas changer l'expérience de lecture en termes de plaisir pris dans l'aventure qu'on lit, etc. Donc on essaie beaucoup de verbaliser ça, parce que on voit bien que sinon les gens n'osent pas toujours le tenter, et souvent on a déjà eu par exemple des chroniqueuses qui nous avaient dit ça, genre j'ai jamais lu de livre queer, je sais pas si je vais être à l'aise, et en fait leur retour après c'était oh oui en fait ça n'a rien changé, mais il y a cette espèce d'anxiété, et aussi là c'était parce qu'elle avait peur de mal le traiter en fait, de pas pouvoir faire une chronique comme elle l'aurait fait sur un livre pas queer. Et du coup, on voit vraiment cette méconnaissance simplement qui génère du coup le fait de ne pas forcément oser tenter le livre. Donc je pense que c'est ça, faire tout ce contexte, par exemple, je parlais de la petite légende avec les drapeaux. Les gens, quand ils voient les gens, ils sont rassurés, donc ils viennent plus regarder, alors que s'ils voient juste les drapeaux, limite, ça va peut-être leur poser question, mais ils n'osent pas toujours demander ce que c'est. Et du coup, le mettre vraiment à leur disposition, textuellement, se rendre disponible pour leur expliquer, ça aide vraiment, et souvent du coup ils osent davantage acheter le livre, au moins le parcourir, et rien que ça c'est déjà pas mal. Non, en fait en vrai c'est des polémiques un peu stériles de la part de gens qui se sentent menacés. Pour la publication du chien du forgeron, il y a eu un article, je crois que c'était sur Numérama, le site, et qui a été partagé sur Facebook. Plus sur Facebook depuis un petit moment maintenant, mais je vois passer le truc. Et dans les 10 minutes, il y avait toute la bande des geeks masculins qui arrivaient en mode genre ouais, la virilité, c'est ceux qu'on a au moins qui en parlent le plus. Je disais ça dans la voiture, je te demanderais. Mais en fait, c'est pas un problème, c'est ça le truc, c'est que les gens sont crispés là-dessus. Personne n'a râlé sur, par exemple, un des derniers bouquins de Becky Chambers, là, donc, qui est publié aux éditions La Talente. Un psaume pour les recyclés sauvages qui fait des chiffres de vente absolument fabuleux, super, c'est Yel et l'atome c'est quoi, Léa je crois, Léa voilà, et frère et sœur. Et en fait au bout de 2 pages c'est bon, on est un peu surpris, on fait ah tiens, et puis en fait on tombe dedans. Du temps où j'avais des classes, j'avais des 6e et je leur dis bon voilà, l'autrice s'appelle monsieur. L'autrice, c'est quoi? C'est le féminin de hauteur, en fait, voilà, et puis c'est intégré, ça passe, en fait. Faut pas se prendre trop la tête sur les réactions des vieux cons, je suis désolé, mais c'est dans l'air. J'ai une élève en ce moment, en 6e, qui doit créer un carnet de voyage, avec un personnage, et elle m'a dit, est-ce que je suis obligée de le genrer? Et je lui ai dit, bah non, tu fais ce que tu veux, t'écris, et je serais très contente de lire ton histoire. Ah oui, mais je fais comment? Alors, je dis, il y a l'écriture épicène, et puis sinon tu réfléchis à des mots qui marchent pour tout le monde, et sinon j'accepte les points, comme ça. Et elle était ravie, puis il n'y avait rien de mal en fait. Voilà. Et justement, et ça renvoie, c'était un cours que je leur avais fait aussi en 6e, les cours sur les monstres. J'ai des collègues qui disent oui, je leur ai fait écrire un combat, ils se battent contre un troll, et puis il faut qu'ils gagnent le combat, les monstres c'est méchant. Je dis, mais le monstre, c'est la peur, c'est l'altérité. Et donc, si tu les fais se battre contre des monstres, tu leur apprends pas, elle n'a pas apprécié, mais elle a 35 ans d'expérience, quand même, prof de collège, mais j'avais jamais entendu ça. Voilà, et je ne vais pas me répéter plus longtemps, mais je vais retourner sur ce que tu as dit. Tu as dit, ils ont peur de la différence. Et en fait, la littérature de l'imaginaire, normalement, c'est d'aborder l'altérité. C'est ce qu'on apprend même dans les textes de collège. Quand on voit la science-fiction d'anticipation, il y a écrit « on aborde l'altérité ». C'est l'autre, et ça permet de mieux l'accepter. Et donc, effectivement, faire un acte militant, de passer par l'imaginaire, c'est aussi faire ça.
Ouais, et juste rapidement sur l'altérité, et je trouve ça on boucle aussi sur les questions d'écriture, oui, il y a un concept auquel je tiens beaucoup en théorie littéraire qui est celui de la défamiliarisation. Pour celles et ceux qui n'ont pas fait d'études de lettres, c'est un truc de russe du XXe siècle, en gros, qui ont théorisé le fait que la qualité littéraire d'un énoncé, en fait, ce qui faisait qu'un énoncé était littéraire, c'était la défamiliarisation, donc l'écart à l'usage courant. Et moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, justement, d'avoir ces moments où, bah oui, un livre nous défamiliarise, on dit, bah tiens, Léa, ah bon, ok, d'accord, tout de suite, je suis un peu ailleurs. Et en fait, ça nous permet aussi de travailler le fond et la forme ensemble. Et ben oui, on peut pas écrire une histoire qui se passe sur une planète lointaine avec des êtres vivants gazeux, non genrés et qui se reproduisent par les cellules qui se divisent, je sais pas comment ça s'appelle, et dire métempsycose, mais c'est pas ça. Qui se reproduisent par métempsycose, voilà. De la même manière qu'on écrirait, je sais pas, une chronique de la vie à Angers, etc. Ça n'aurait pas de sens. Donc, ouais, l'altérité dans ce qui est raconté, mais aussi dans la manière dont on le raconte, quoi. Bon, merci beaucoup tous les deux. Si vous avez des questions, c'est le moment. Voilà, je pense qu'on a un petit quart d'heure de questions. Oui. Est-ce qu'il y a une opérationnalisation? Est-ce qu'il y a une concrétisation après l'écriture d'un roman? Et quels effets ça produit? Est-ce que ça produit des effets? J'aimerais vous dire qu'il y a un effet incroyable. J'aimerais bien. Moi, j'ai quand même, depuis un an, quelques personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit des choses assez émouvantes auxquelles je ne m'attendais pas. Des petits trucs du genre, ça a changé ma vie, je suis bouleversé, etc. Ok, il faut l'encaisser quand même. Surtout dans des trucs de salon où il y a plein de gens, il y a plein de bruit, et t'es en mode genre je suis pas du tout équipé là tout de suite pour avoir ce genre de relation émotionnelle. Donc il y a de ça. Et puis quelque part c'est de la diffusion. Comment dire? Moi je fais de la propagande en fait. J'ai plus de problème avec ça. Et en fait, quelqu'un qui va lire ce livre et qui va se dire ouais, attends, mais c'est complètement con, on n'est pas obligé de fonctionner comme on fonctionne, non, on pourrait faire autrement, et ça met des petits trucs, et c'est pour le coup un travail de militance idéologique. Il s'agit de faire passer des idées, parfois il y a des choses qui passent. J'ai rencontré des gens qui ont lu ça, et puis qui se sont mis à militer dans un parti. Bon, c'était chez Europe Écologie Les Verts, j'étais un peu déçu, mais quand même, c'est bien. Enfin, ça fait plaisir. Donc ouais, il se passe des choses. Après, comme je disais, on est petit. Et moi, c'est un truc qui m'angoisse très fort, à titre personnel. C'est le fait que, en face, ils ont CNews à 24, quoi. Donc du coup, et eux, ils passent, et ils ont leur station de radio, quoi. Donc, j'ai une anecdote là-dessus. J'étais au Festival des Utopias il y a 2 ans. Et donc, on avait fait une table ronde autour le futur du travail. Et moi j'arrive là-dedans, j'étais super content, j'avais marqué Bernard Friot et tout, j'avais avec une citation de Marx et tout. Et puis donc on se paye une bonne heure de gauchisme, bien comme il faut. Et après dans la journée j'étais sur un stand en train de signer une anthologie de l'édition du festival, et il y a un mec qui vient me voir, un prof d'économie en université, je crois, en supérieur en tout cas, qui me dit quand même c'était un peu de parti pris ce que vous avez dit, etc. J'ai regardé, mais on n'a jamais la parole pour dire ça. Je pense qu'on peut bien s'en payer une heure, quoi. Vous n'êtes pas d'accord, sortez. À la télé, quoi. Donc ouais, il y a des effets. Après, c'est à long terme. Voilà. Aussi, les effets qu'on peut avoir, c'est que les romans de Camille, par exemple, sont dans mon corpus de thèse. Et donc en fait, ça peut, quand c'est un livre, ça peut être étudié à la faculté, on peut proposer des cours à ce sujet, ça peut être dans des colloques internationaux, et après ça se diffuse en fait. Donc souvent les retombées sont plus lentes que ce qu'on croit, mais elles peuvent être là. Alors ma question, c'est autant une question qu'une remarque. En fait, mon militantisme à moi est passé par la littérature, est passé par la SF, c'est comme ça qu'il s'est construit. Surtout avec Alain Damasio, avec La Zone du Dehors, avec L'Art du Contrevent et Les Furtifs. En fait, je suis un peu à la recherche de références de ce genre-là
qui ont la même recherche d'intrigue aussi, parce qu'il y a ça qui compte dans aussi ce qu'on dit, et comment continuer en fait, comment dépasser cette unique référence en fait. Franchement, les libraires de SF, ils adorent conseiller les bouquins. Mais sinon, je sais pas, commence par Le Guin, c'est bien. Les dépossédés, voilà. Oui, Ursula Le Guin, ça reste une référence. Sinon, en ce moment, dans les universités, on parle de littérature de l'anthropocène, donc de l'impact de l'homme sur la Terre en tant que plus activité biologique, mais activité géologique. Et donc, dans la littérature de l'anthropocène, vous avez beaucoup d'anticipation et d'anticipation post- ou anticapitaliste. Et on a beaucoup de livres. Il y a Camille, il y a Kim Stanley Robinson qui sera là aux Utopiales. Oui. Vous avez même Spinrad, Silverberg, beaucoup d'auteurs américains, Jean-Marc Ligny, un auteur français, chez les Anglais, Ballard, par exemple. Et en fait, c'est vrai que quand on s'intéresse Damasio, on va dire que c'est une figure connue, c'est la radio qui est vue sur les plateaux, qui sait bien s'exprimer, mais effectivement, il n'y a pas que lui. Voilà. Pour rester autour de Damasio, je pense que tu pourrais trouver fructueux d'explorer le reste du catalogue des éditions La Volte, par exemple. La Volte qui est très très engagée, très très militante, effectivement, comme maison d'édition. Est-ce que vous avez une autre question? Oui. Bonjour, merci pour tout ce que vous avez dit, c'était très intéressant. J'avais une question, notamment parce que du coup vous faites beaucoup de représentations, c'est hyper cool. Et je voulais savoir aussi votre avis sur les trigger warnings, ces listes qu'on met maintenant pour annoncer ce qu'il y a dans les textes qui peuvent être choquants, etc. Qui préparent un peu les lecteurs et qui notamment du coup prennent en compte aussi des lecteurs qui peuvent être plus fragiles devant des textes. Voilà, si vous trouvez ça bien, si ça vous intéresse. Sur ça, du coup, alors nous on le fait tout simplement, donc par principe je pense qu'on est plutôt pour. Nous on trouve ça très très important, on s'adresse quand même en partie à des publics qui sont fragiles, en effet, qui ont souvent des traumatismes, etc. Parce que souvent c'est un public en tout cas qui vient beaucoup vers nos livres parmi notre public. Et on trouve ça important de mettre ça en place. On a parfois des critiques sur ça, pour le coup c'est pas quelque chose qui plaît. Et la réponse, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure concernant les gens qui ne sont pas d'accord avec ce qu'on dit. On propose à ces personnes de ne pas lire cette page, du coup, et de la laisser exister pour les gens qui en ont besoin. Et on a beaucoup de retours positifs de gens, du coup, sur ça. Et nous, ce qu'on a fait, alors on a beaucoup réfléchi, ça a un peu évolué. Donc il y a certaines éditions qu'on va rééditer, mais c'était nos débuts, on ne savait pas trop sous quelle forme les mettre. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est de les mettre sous forme principaux, ponctuels et simple mention. Parce que on s'est rendu compte qu'il y a parfois des gens, le simple fait que ça soit mentionné, ça peut être un trigger. Donc ça peut les mettre en situation d'anxiété ou de crise ou autre. Et donc voilà, ça permet de graduer. Donc les gens peuvent voir comme ça si c'est principal, parfois ils ne vont pas le tenter. Si c'est simplement une mention, ils le savent, donc c'est bon. Donc voilà, nous on fait ça, et puis on met aussi quand ça spoil, parce que c'est un peu le problème des contenus sensibles, parfois ça va divulguer du coup l'intrigue. Donc nous dans ce cas on les met quand même, mais on les met à l'envers pour qu'ils soient moins accessibles, et sur le site on les met sous spoiler, puisqu'on les met aussi, nous on met tout ça sur notre site internet également pour que les gens puissent y avoir accès sans avoir le livre papier. Mais nous on trouve que c'est quelque chose d'important, et en tout cas que pour les gens à qui ça ne parle pas, il suffit de passer une page, donc c'est pas censé déranger grand monde. Oui, il a imprimé, tu sais, avec les petits points pour arracher proprement. Alors, réponse simple, j'ai pas d'avis vraiment. Pourquoi pas? En fait, au vrai, moi, ça me dérange pas, je n'y tiens pas particulièrement. Là, je sais que je suis en train de terminer le boulot sur une traduction d'un bouquin qui, pour le coup, effectivement, est genre turbo gaucho, turbo queer. Donc, du coup, je me suis dit, on a quand même des trucs qui sont hard et qui sont, on va dire, c'est un registre, c'est sous forme de témoignage.
Il y a un registre de fictionnalisation quand même assez intime, quoi. Donc, un petit mot au début, attention, c'est chaud, quoi. Voilà, je pense pas que ça empêche quiconque de lire le livre, mais voilà, faites gaffe. Mais pour moi, en fait, c'est un peu comme, tu vas en librairie, tu vas voir ton libraire, il te connaît, il te dit, alors ça c'est pas mal, mais alors, attention, parce que ça c'est genre violent de violent, quoi. Voilà, tu dis, ah oui, peut-être, bon, tu sais quoi, j'ai pas envie de ça en ce moment, voilà, hop, j'y reviens, et encore une fois, je trouve que c'est des polémiques. Je pense que peut-être, si je devais dire un truc, c'est que peut-être le systématiser, alors je fais des trucs avec des pictogrammes et tout, machin, c'est peut-être un petit peu, entre guillemets, excessif, mais pour moi, c'est sûr, qu'est-ce que ça fait de mal? Rien, donc voilà, quoi. Bon, je vous remercie à tous pour votre présence ici, et puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous.